La parole est à Monsieur Thierry Robert pour le groupe RRDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous voici à la fin de l'examen du texte sur la séparation de la régulation des activités bancaires. Ce texte a bien été enrichi par le Parlement. Je tiens à saluer le travail des collègues, de Madame la rapporteure. Je tiens également à remercier Madame la Ministre du soutien qu'elle a apporté à nombre de nouvelles dispositions introduites par notre Assemblée. Le texte sur la séparation et la régulation des activités bancaires n'est pas isolé. Il s'inscrit dans des réformes continues depuis 2008. La plupart des gouvernements français ou étrangers ont pris conscience de l'importance que revêt une meilleure régulation du secteur bancaire. C'est heureux. Ici même, en seulement quelques mois, nous avons vu les positions évoluer. Certains se levaient contre l'obligation faite aux banques de publier des informations sur leur activité à l'étranger, ceci afin de lutter contre les paradis fiscaux. Voici que cette disposition semble désormais faire l'unanimité. Elle a non seulement été adoptée par notre Assemblée en première lecture, mais elle a été élargie à l'ensemble des entreprises en seconde lecture et non plus seulement aux établissements de crédit, c'est dire le chemin parcouru. Les progrès entérinés par ce projet de loi, que sont-ils? Ils portent avant tout sur la résolution de futures crises bancaires. On peut désormais espérer que dans le cas d'une grave crise financière, la gestion des banques sera moins hasardeuse qu'en 2008. Le rôle de l'autorité de contrôle prudentiel a été étendu et elle bénéficie désormais de pouvoirs élargis dans les procédures de résolution. La loi permettra désormais de mettre à contribution ceux qui ont pris des risques, même lorsque la banque sera sauvée. Toutes ces mesures devraient diminuer l'aléa moral dont les grandes banques n'ont que trop usé jusqu'à présent, car trop grandes pour faire faillite. Toutefois, si les crises devaient être mieux gérées grâce à cette loi, pourront-elles être évitées? Malheureusement, on le sait tous, non. Cette loi contribue modestement à leur prévention. Tout d'abord, la séparation des activités bancaires, en surenchérissant le coût de la spéculation, la loi devrait limiter son recours. Mais contrairement à ce que proposaient les députés du groupe RRDP, le champ des activités à filialiser est resté à son minimum. Il semblerait même que les banques semblent désormais préférer l'arrêt total de leur activité pour compte propre, en tout cas c'est ce qu'elles affirment, plutôt que de créer de nouvelles filiales. Quand on sait que 2 des 4 grandes banques systémiques françaises envisagent de ne pas mettre sur pied une filiale, on peut raisonnablement se demander si la séparation telle qu'envisagée sera bien utile. Le gouvernement rétorque que le but sera atteint car les banques arrêteront leur activité spéculative. Après 2 siècles de tentatives infructueuses, la politique aura enfin maîtrisé la finance. D'un coup de front d'une loi, David aurait vaincu Goliath. Le plus probable, c'est qu'en réalité, les établissements bancaires continueront leur activité spéculative au sein des banques de dépôt, tout simplement. Il paraît donc indispensable, Madame la Ministre, qu'après l'adoption de cette loi, vous fixiez le plus rapidement possible par arrêté un seuil au-delà duquel les activités relatives à la tenue de marché doivent être filialisées. Vous le savez, les députés RDP auraient préféré que cette disposition soit explicitement inscrite dans la loi. À défaut, c'est au gouvernement de prendre cette décision. Elle est absolument indispensable, selon nous. Sans cela, tout le travail réalisé sur la séparation des activités bancaires sera vain. Au-delà de la séparation, le projet de loi dispose d'autres moyens de prévention des crises.
la création de plans préventifs et leur contrôle, entre autres par la CPR, en est un. La surveillance des activités sur les marchés de matières premières également. Les rémunérations des dirigeants d'entreprises seront limitées. Les conditions d'emprunt des collectivités locales seront contraintes. Certaines activités de trading à haute fréquence seront interdites. Tout cela devrait contribuer à assainir un peu plus le monde de la finance. Mais ces mesures sont insuffisantes pour prévenir de nouvelles crises, je l'ai même déjà répété tout à l'heure. On peut d'ailleurs se demander si cette loi n'est pas déjà un peu dépassée avant même d'être votée. Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 19 décembre 2012. Près de 7 mois auront été nécessaires à son adoption. Cela paraît peu à la lumière de la durée d'existence du secteur bancaire. Dans le monde de la finance, c'est beaucoup, et tout le monde le sait. Les nouvelles bulles financières, le développement de la finance de l'ombre ou encore les initiatives prises à l'étranger doivent nous inciter à poursuivre dans cette voie. Les États-Unis demandent aux banques de remplir des critères de solvabilité bien plus contraignants que ceux des accords de Bâle III. Les fonds propres devront atteindre non pas un ratio de 3%, mais de 5 à 6%. Et ces fonds ne devront pas couvrir les seuls actifs risqués, mais l'ensemble des actifs. Si les banques américaines sont dangereuses avec un ratio de solvabilité de 3%, n'est-ce pas aussi le cas des banques européennes? La question se pose. À ce propos, on notera que les ratios américains reposent sur des données observables plutôt que sur des données calculées. Ceci n'est pas sans faire écho au calcul du PIB potentiel qui est lui-même utilisé dans le calcul du déficit structurel et des efforts budgétaires qui lui sont associés. On peut se demander si les Américains, contrairement aux Européens, ne sont pas en train de sortir d'une logique s'appuyant sur les indicateurs non observables et donc plus aisément manipulables. Par ailleurs, tandis que l'on se concentre sur les banques de shadow banking, la finance de l'ombre se déploie à très grande vitesse. Sa régulation est pourtant urgente, car les nouvelles contraintes sur les banques traditionnelles ont pour corollaire le développement d'acteurs qui ne sont pas soumis aux mêmes règles. Le poids de la finance de l'ombre équivaut à la moitié des actifs des banques, et que dire des produits dérivés et de la séparation sur les matières premières agricoles qui sont principalement échangées non pas par les banques, mais par des marchés de gré à gré. Avec le développement de la finance de l'ombre, n'assistons pas à la démultiplication de plusieurs grosses bombes, la banque systémique, et en de plus petites grenades, dont la déflagration incontrôlable serait peut-être encore plus dommageable que dans le cas où nous avions affaire à de grands établissements de crédit. Cette réflexion-là, nous devons l'avoir. Il nous faudra certainement légiférer. Une loi de régulation financière devra s'attaquer en priorité à la finance de l'ombre, je l'espère. L'autre facteur de déstabilisation de la finance internationale, c'est la fraude fiscale. Lutter contre cette fraude n'est pas seulement un impératif de justice sociale, c'est aussi un moyen de mieux contrôler les flux de capitaux. Le texte que nous examinons n'en traitait pas dans sa version initiale. Or, une loi de régulation bancaire sans régulation de la fraude fiscale aurait été incomplète. Les banques jouent un rôle majeur dans l'institutionnalisation de la fraude et de l'évasion fiscale. Nous avons ici commencé à nous attaquer aux paradis fiscaux. Ce n'est qu'une porte d'entrée. Il nous faudra bien colmater les très nombreuses brèches. Le rapport d'information du rapporteur général sur la gestion de la fameuse liste HSCB et les recommandations
de messieurs Pierre-Alain Muette et Éric Woerth pour contrer les stratégies d'optimisation fiscale agressives font consensus. On voit bien que les positions pour lutter contre l'évasion fiscale évoluent dans le bon sens, ce qui passait pour utopiste il y a encore quelques mois ne sont pas loin d'être considérés comme démodérés aujourd'hui. Au vu des intentions des uns et des autres, nous pouvons espérer l'adoption des dispositions substantielles dès le PLF 2014. Ainsi, nous pourrons œuvrer à une meilleure régulation de la finance sans attendre une nouvelle loi. Malgré ses imperfections, le projet de loi a plusieurs mérites. La résolution des crises, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi tout un nombre de dispositifs favorables aux consommateurs. La commission mixte paritaire s'est beaucoup attardée sur le plafonnement des commissions d'intervention. À juste titre, cette mesure symbolise les excès des banques à l'encontre de nos concitoyens. À l'initiative des parlementaires, tous les consommateurs pourront bénéficier de ce plafonnement. Donc, je termine, Monsieur le Président. Toutefois, je voudrais une nouvelle fois signaler les abus constatés dans les départements d'outre-mer. Je regrette vivement que cette loi n'ait pas servi à lutter contre cette injustice, malgré les amendements que nous avions déposés. Ainsi, il n'a toujours pas été mis fin à la tarification excessive des services bancaires dans les Outre-mer et l'inégalité d'accès au crédit et services d'une banque entre la métropole et les Outre-mer perdure. Certains services bancaires continueront à être gratuits en métropole et tarifés en Outre-mer. Ce n'est pas normal. Néanmoins, le projet de loi apporte des progrès que nous ne devrions pas sous-estimer. Les députés du groupe RRDP sont donc favorables à l'adoption définitive du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Je vous remercie. Merci, Monsieur Robert.